Bonjour! Alors, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog en ce lundi 7 novembre, bien venteux et pas tout à fait automnal, mais quand même, on sent la fraîcheur. J'ai confiance. Nous allons nous rendre à cette fraîcheur tant attendue. Alors voilà, donc je suis ici pour vous dire où j'en suis dans mes lectures parce que dans le vlog précédent, je vous ai parlé de 2 lectures audio que j'aimerais envisager potentiellement, soit cette semaine ou dans les prochaines semaines. Et je vous avais dit que j'avais choisi une lecture que j'ai entamée hier, mais je ne vous mentionnais pas c'était laquelle. Alors, finalement, voici le moment de la grande révélation. Je suis donc en train de lire en version audio Paris-Briançon de Philippe Besson. Et voilà, donc c'est mon premier Philippe Besson. Je crois avoir oui dire que ce n'était pas son livre, son roman le plus typique de son écriture habituelle, mais j'avais bien envie de le découvrir parce que en fait celui-là se déroule à l'intérieur d'un train qui fait Paris-Briançon, un train de nuit. Et c'est une espèce de huis clos où des humains de différents horizons vont se rencontrer et on sent dès le départ qu'il va y avoir une terrible catastrophe, donc une espèce de chronique d'une mort annoncée. Donc, ça m'a intéressée parce que, bon, évidemment, en grande fan d'Agatha Christie, le crime de l'Orient Express et tout ça, c'est sûr que c'était tentant. Et puis en même temps, j'avais envie de découvrir la plume de Philippe Besson. Alors, écoutez, de ce que j'ai écouté, là, j'en suis, en fait, je l'ai entamé hier, mais finalement, j'avais des déplacements à faire aujourd'hui, donc je suis bien avancée, j'ai dépassé la moitié. Et j'aime beaucoup la plume de Philippe Besson, en tout cas dans celui-là, je n'ai pas de repère autre. C'est fin, sa connaissance de l'humain est assez fine. J'aime beaucoup la façon qu'il a de formuler sa narration. Avec un. On passe souvent d'un personnage à l'autre. Dans celui-là, dans le fond, on va suivre les passagers d'une des voitures, en fait, de ce train Paris-Briançon. Et on va les rencontrer un par un. Et ensuite, on va les voir interagir ensemble et se développer des liens impromptus entre eux. Et c'est une description parfaite de la nature humaine, de toutes ces grisailles, de ces failles, c'est touchant. Et puis en plus, il tient le lecteur en haleine parce que c'est sûr qu'il annonce qu'il va se passer quelque chose, mais pour le moment, j'ai dépassé la moitié, j'en suis même presque à 65% de la lecture et il n'y a encore rien qui est arrivé. Donc, ça crée un effet d'attente inquiète chez le lecteur. J'aime vraiment beaucoup. Alors, je vous en reparlerai pour confirmer, mais je ne crois pas que ma perception va changer beaucoup d'ici à la fin du livre. Mais bref, très bonne découverte au hasard. Et la version audio, je n'étais pas trop certaine au départ avec le narrateur. Il y avait un côté un peu je sais pas, officiel, très neutre, mais finalement, par après, on dirait que soit que je me suis habituée, ou j'avais l'impression que ça se fondait un peu dans le rythme du train, un peu comme si on était dans les rails. On entendait le glissement des roues sur les rails et tout ça. Donc, je sais pas si ça a finalement contribué à l'ambiance, mais finalement, j'aime beaucoup aussi sa narration. Alors, voilà, que d'éloges, que d'éloges. Sinon, l'autre lecture que j'aimerais potentiellement entamer, je ne sais pas si ça va être cette semaine, mais enfin bon, c'était le fameux The House on the Cerulean, je vais jamais y arriver, The House on the Cerulean Sea de T.J. Klune. Et je l'ai en version papier, en version originale et en version audio. Et comme je vous le mentionnais dans le dernier vlog, c'est parce que, en fait, une passionnée de littérature, une passeuse, je dirais, littéraire, que j'aime bien, que je connais depuis longtemps, Sophie Lee.ca, donc celle qui connaît Sophie Gagnon-Roberge, qui nourrit ce site-là et qui donne beaucoup de conférences. Elle l'a lu récemment, puis elle a vraiment aimé, puis habituellement, quand Sophie Lee dit que c'est excellent, ça me tente bien. Puis j'en avais entendu parler sur les réseaux depuis vraiment longtemps, puis j'avais des réserves, comme je vous avais expliqué. Il semble avoir quelques réserves ou des gens qui ont des perceptions qui sont négatives par rapport à ça en raison de ce que ça évoque entre les lignes, cette histoire-là. Mais comme j'en sais pas encore beaucoup sur ça, je vais essayer de ne pas nourrir une controverse qui n'en est peut-être pas une. Je vais m'informer, puis au besoin, je vous en parlerai. Donc, il y aurait peut-être celui-là. Sinon, j'ai une belle grosse brassée de romans graphiques, encore une fois, qui m'attend à la maison. Et j'ai réussi à avoir, grâce au boulot, le tome 8 de la série Space Boy. J'étais vraiment contente parce qu'en fait, il est sorti en Europe depuis un moment. Puis, j'avais pas encore accès. Donc, là, voilà, je l'ai. Celle-là, ça va être un petit bonbon. C'est une suite de série, donc je vous en parlerai peut-être pas beaucoup. Mais j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Mais sinon, j'ai beaucoup de découvertes à faire. Beaucoup de romans graphiques de la rentrée
pré-Salon du livre de Montréal, donc mi-automne, disons. Et quelques découvertes que j'ai faites également là, au boulot, donc que j'aimerais vraiment voir, dont je crois qu'ils l'ont mis en roman graphique, mais souvent c'est des albums un peu dodus, disons, de Barou. Habituellement, c'est excellent. Je ne sais pas si vous connaissez ce créateur-là, mais j'ai bien envie de le découvrir. Donc, ça ressemble un peu à ça. Je vais, comme l'habitude, vous allez voir, je ne sais pas, là, souvent en début de semaine, j'arrive moins à multiplier les lectures, mais plus la semaine avance, puis plus j'y arrive, donc on verra bien. Mais de toute façon, comme vous le savez, je vous tiendrai au courant. Je vous ai un peu parlé de certaines des BD que j'ai eues, mais je vais peut-être voir si je suis capable de vous faire une mini présentation des livres que je suis allée chercher aujourd'hui au boulot. On verra bien, mais sinon, je vous en parlerai au fur et à mesure que je m'y plongerai. Alors, sur ce, on lance le vlog et c'est parti! Hey, bonjour! Alors, comme promis, je vais vous faire un petit unboxing. Bon, je sais, c'est pas un vrai unboxing, mais ce sont les livres que j'ai empruntés hier là, à mon boulot. Donc, je vais vous montrer ça rapidement. Alors, comme je vous en avais parlé, j'ai réussi à mettre la main sur... Haha, là, je pense que l'éclairage va être affreux, sans doute en raison du beau soleil. Je vais faire un petit test. Bon, enfin... Donc, Space Boy, le tome 8, Space Boy, le tome 8 de Stephen McCraney. Donc, je ne pourrais pas vous en parler beaucoup, comme je vous disais, parce que c'est un... Ah, peut-être que comme ça, c'est mieux. Ouais, comme ça, je crois. Donc, voilà pour la couverture. Donc, c'est un mythe, donc c'est vraiment la suite d'évolution. Je vous réfère en fait au précédent vlog pour avoir un peu plus de détails sur la série. Je vous en parlerai peut-être un petit peu plus si jamais je l'aborde et puis je le lis. Mais sachez que j'attendais depuis longtemps. Il était sorti en Europe et j'avais bien hâte de le découvrir. Pour vous montrer un peu le style visuel. Mon petit exemple passé à Scooby-Doo. Comme ça ici. En espérant que je ne vais pas être un spoil. Voilà. Donc, un mélange entre Scooby-Doo, les Jetsons, et puis c'est très typé comme visuel, mais c'est déroutant au départ, mais ça fonctionne finalement très bien avec l'action. Ça déjoue, en fait, la vigilance du lecteur. On s'attend à quelque chose de peut-être un peu léger, puis finalement, ça a quand même des bonnes ramifications, un peu plus loin que l'apparence de BD ado, en fait, que ça a visuellement. Alors voilà, donc je vous en reparle. Ensuite, je vous parlais également du dernier, ils ont mis ça en roman graphique. Ah oui, roman graphique. De Barou, qui est un créateur que j'ai connu, moi, plus en album jeunesse. Donc, c'est cet opus-là, c'est chez Urban Graphics. Urban Graphics? Non, Urban Comics, la collection Urban Graphics. Et c'est de Barou, L'ombre qui marche à mes côtés. La quatrième. Allongé sans bouger, mon corps fuit de toutes parts, et la sueur imbibe le drap. Sous la moustiquaire, je n'arrive pas à fermer l'œil. Tu prends toute la place. Mon esprit tourne en boucle. Demain, je pars sur tes traces. Quand même, hein? Alors, Barou a toujours été assez particulier au niveau du visuel. Donc, je vais peut-être essayer de vous montrer quelques planches. Donc, comme ceci. Puis peut-être une autre qui est souvent dans les teintes très chaudes rouges. Mais là, je crois que c'est une histoire qui fait référence peut-être à la guerre. Ah, on est quand même dans le peut-être un petit peu plus deux tons, plus soft. Bref, ça m'intrigue vraiment. Moi, c'est vraiment à cause du créateur que je me suis dirigée vers cet opus-là. J'avais même pas en fait regardé la quatrième, mais là, encore là, ça me semble assez intriguant. J'ai bien hâte de voir ça. Et enfin, j'ai été tentée par l'adaptation en roman graphique du roman
je crois que c'est Asako, le roman de Sawako Ariyoshi, Les Dames de Kimoto. Donc, c'est une adaptation qui a été faite de ce roman-là par Cyril Bonin et c'est publié chez Sarbacane. Donc, ça me tentait bien. Je suis quand même, j'essaie tranquillement d'être un petit peu plus dans la littérature japonaise. J'essaie de me plonger là-dedans. Puis là, je sais que c'est pas la littérature japonaise, c'est une adaptation. Mais bon, ça me tentait quand même bien. Alors, on va regarder peut-être pour des petites planches. Ça a l'air quand même assez chargé, mais intéressant. Désolée pour l'angle étrange, c'est parce que sinon, vous ne verrez pas une miette, puisque c'est trop éclairé. Trop comme dans genre, on est content parce qu'il y a du soleil, là. Voilà, donc comme ceci, et voilà. Donc c'est tout, ça clôt mon petit moment de révélation express du midi pour vous montrer ce que j'ai emprunté en fait grâce à mon boulot hier. Alors, écoutez, je vais aller prendre ma petite marche et je vous reviens au cours de la semaine dès que j'ai du nouveau à vous dire. Ah oui, je vais vous dire, il me semblait aussi que j'avais déjà du nouveau. Je voulais vous dire que je vous avais parlé que, en fait, j'ai plein de choses à vous dire. Mon Dieu. OK, on repart. Donc, hier, finalement, j'ai terminé Paris-Briançon de Philippe Besson en livre audio. Et je maintiens ce que j'ai dit, ça m'a plu énormément. C'est pas un coup de cœur, mais c'est pas loin. J'ai adoré la plume, la façon d'aborder les choses. Je vous dirai pas beaucoup plus sur la suite du roman parce qu'en fait, c'est bien évidemment là que ça va se dérouler. Je vous disais hier que j'avais presque atteint le 65%, mais qui n'était pas encore arrivé l'événement dont on nous parle depuis le début, qui semble être la chute, en fait, là, de ce roman-là. Et donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un peu le principe de drame, tragédie, en fait, là, donc, qui se produit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va toujours rester centré sur la réaction de l'humain par rapport à ça, mais à travers les relations interpersonnelles entre les étrangers qui voyagent un à côté de l'autre dans le train. J'ai été vraiment, vraiment remuée. C'est une très belle découverte. Je sais vraiment pas si c'est typique. J'ai peut-être commencé par le mauvais Philippe Besson par rapport à ce qui est vraiment typique de son écriture. Puis là, j'admets que je sais pas trop de quel sens, où me lancer pour la suite. D'ailleurs, si jamais vous avez des suggestions pour peut-être un Philippe Besson pour aborder le reste de son œuvre, j'aimerais bien. Alors, ne vous gênez pas pour le mentionner en commentaire. Alors, excellente lecture, très heureuse d'avoir découvert ça. Puis la version en livre audio quand même amenait une plus-value, mais je crois que j'aurais bien aimé aussi le livre en livre papier. Là, c'est fluide, ça se lit très bien. Ensuite, j'ai entamé évidemment un nouveau livre audio, puisque je l'ai terminé, mon premier. Et j'avais envie peut-être de lire le TJ Klune, donc TJ Klune. TJ Klune, j'imagine. The House on the Cerulean Sea. Mais bon, on dirait que j'étais moins dans le mood. Alors, j'ai décidé de me lancer dans ma lecture du mois de novembre, qui était pour le défi Read Christie 2022. Donc, c'est une histoire qui doit se passer dans un train. Donc, j'avais quand même déjà lu quelques histoires qui se passaient dans les trains cette année. Ça a donné comme ça dans le cadre de ce défi-là. Et j'ai décidé de, dans le fond, m'arrimer à ce qui était proposé, puisque c'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que je me lance dans 450 from Paddington. Je le lis en version originale. En français, c'est le train de 16h50. C'est un Miss Marple. Je crois de loin, l'Agatha Christie que j'ai le plus regardé en adaptation cinématographique, en fait, télévisuelle, disons. Surtout avec John Nixon, avec Miss Marple. Et dans ce cas-ci, je l'écoute en version audio, encore chez Macmillan Audio, je crois que c'est Macmillan Audio. Et c'est encore la fameuse John Nixon qui fait la narration. Donc, c'était comme un petit bonbon réconfortant, une histoire que je connais et une narratrice qui, à mon avis, incarne tellement bien Miss Marple dans les adaptations télévisuelles que on dirait vraiment que c'est elle. Seul petit bémol, c'est comme c'était un livre audio double format, donc avec 2 livres à l'intérieur. Ça reste la même réalité que j'avais constatée dans la première, qui était Némésis, je crois.
c'est que John Nixon, dans le fond, on dirait vraiment que le micro est trop proche de sa bouche, ce qui fait que ça fait comme un son qui est un peu étouffé, puis un peu trop fort pour qu'on comprenne, trop proche en fait de la bouche pour qu'on comprenne bien distinctement ses paroles. Et c'est quand même quelqu'un qui est comme je vous disais, qui a beaucoup d'expérience, qui est un peu loin dans sa vie, là, en fait, en termes d'âge. Et puis je crois qu'elle a quand même au niveau de la diction un petit peu plus peut-être de défis, ce qui fait que moi, je connais l'histoire, mais une chance parce que ça demande quand même beaucoup de concentration. Par contre, une fois qu'on est rendu dedans, quand même, ça va bien. Là, jusqu'à maintenant, je me rends quand même compte. J'avais remarqué beaucoup, beaucoup de différences entre le Nemesis adapté et le Nemesis en audio-livre. Là, pour le moment, dans 450 from Paddington, j'en vois quelques-unes. Mais je vais voir, là, justement, ça va être intéressant de voir jusqu'à quel point les adaptations télévisuelles ont été fidèles ou non, en fait, à ces réalités-là. Alors, ben, écoutez, je vous en reparlerai. À mon avis, je vais le terminer d'ici la fin de la semaine de toute façon. Donc, ça sera pour ce vlog-ci, pour le petit retour. Alors voilà, sur ce, bien, je vous souhaite une bonne suite de journée, même si vous savez dans quelques secondes. Et on se revoit tout bientôt. Bye bye! Eh bien, bonjour! Alors, je vous reviens rapidement. Nous sommes rendus le vendredi 11 novembre et bon, je ne vous ai pas repris là, depuis cette semaine. En fait, je viens de compléter la lecture audio, la seconde lecture audio de ma semaine que j'ai faite, qui était 450 from Paddington, que j'écoutais en livre audio, narré par l'inénarrable John Hickson, qui incarnait Miss Marple dans les adaptations télévisuelles. Donc, voici, alors je vous me présente en mode édition papier, la vieille édition. Moi, c'est avec ça que j'ai découvert Agatha Christie, ce type d'édition-là, chez Le Masque. C'était chez ma grand-mère, il y en avait plein. Celle-ci appartient à ma belle-mère, elle me l'a prêté. Donc voilà, une vraie belle édition, bien jaunie due avec le temps. J'ai pas osé la lire, premièrement, elle est en version française, mais ça me dérangeait pas trop. Mais c'est surtout que, étant donné que c'est une vieille édition, la reliure est vraiment séchée, puis à chaque fois que j'ouvrais les pages, ça craquait. Donc, dans ce temps-là, je ne veux pas trop abîmer une édition qu'on m'a prêtée si gentiment. Donc, voilà. Alors, écoutez, je vous disais que quand je fais ça, ce sont celui-là, là, 450 from Paddington, ou le train de 16h50, comme vous avez pu voir en version française. Je les connais par cœur, je les ai lus tellement souvent. En fait, je les ai vus tellement souvent. Je les ai lus quand j'étais petite, mais je les ai vus depuis en adaptation télévisuelle avec différentes comédiennes pour jouer Miss Marple. Et j'avais l'impression que les adaptations qui mettent de l'avant John Hickson à l'adaptation télévisuelle étaient quand même assez fidèles aux histoires. Mais là, je me rends compte en lisant, par exemple, Nemesis, que j'ai lu récemment, et celui-ci, Le train de 16h50, donc 450 from Paddington, qu'il y a quand même eu des libertés qui ont été prises. Puis je comprends, là, je ne jette pas la pierre à ceux qui ont fait l'adaptation télévisuelle, c'est nécessaire. Mais je trouve que les livres sont... Bon, c'est pas très original. Les livres sont vraiment meilleurs. En fait, ce que ça fait, je trouve, c'est que les adaptations font en sorte que la plume d'Agatha Christie a l'air un peu plus simpliste. Et puis, il y a souvent un petit peu comme de romance ajoutée ou de complexification romantique ajoutée. Alors que dans les Miss Marple, il n'y en a pas tant que ça, finalement. Et même que celui-ci se termine sur une fin ouverte. Donc, dans la plupart des adaptations télévisuelles du train de 16h50, on a toujours voulu boucler la boucle. Je pense que les fins ouvertes, c'est jamais vraiment, surtout pour ce type-là là, de whodunit, c'est moins la grosse coqueluche. Mais là, celui-là, ça se termine sur une fin ouverte. Donc, on fait confiance au lecteur pour déterminer de quelle façon il croit que ça va se terminer. Bon, ça n'a pas tout à fait rapport, ça n'a pas du tout rapport avec la résolution de l'enquête concernant le crime, mais c'est plutôt concernant l'avenir d'un des personnages principaux. Donc, voilà. Ça m'a vraiment bien plu. Encore une fois, je ne reviendrai pas sur la qualité sonore du livre audio. Là, ça n'a vraiment pas rapport avec le talent de l'actrice pour faire la narration. Malheureusement, je pense juste que c'était peut-être au début des livres audio, puis on dirait que peut-être la production de cette version-là, ils n'ont peut-être pas réalisé que c'était, en fait, par moments même presque inintelligible, tellement le son, la qualité de son n'était pas très bonne, puisque le micro était trop proche de la bouche, en fait, de l'actrice.
Et puis, dans le fond, c'est ça. Donc, bref, tout ça pour dire que là-dessus, je vais laisser ça de côté. Sauf que, ben, j'ai quand même beaucoup, beaucoup apprécié le fait de revisiter ça. Puis ça m'a quand même permis de voir que il y avait plein de choses que j'avais oubliées, que j'avais prises pour acquis dans l'adaptation télévisuelle pour ce livre-là. Puis j'ai redécouvert ça. Puis c'est intéressant parce que vraiment, dans les livres, en tout cas, dans ceux-là, dans les Miss Marple, je sais pas pour les Hercule Poirot, puis ça me donne quasiment envie de tout relire. Mais c'est assez nuancé finalement. On pense que c'est super évident, que le lecteur va tout savoir, mais Agatha Christie a tendance à garder des choses dans sa manche et à me les sortir comme ça à la fin. Mais je trouve ça intéressant, puis surtout pour les Miss Marple, de ce que je comprends, on dirait qu'à date, toutes les enquêtes, Miss Marple est quand même toujours comme à la barre, mais elle sait pas trop exactement quoi chercher ou comment le faire. Fait que c'est très réaliste. Donc ça, dans les adaptations, souvent télévisuelles, il y a un peu plus de présence peut-être de l'enquête policière ou elle sait déjà qu'est-ce qu'elle est là, alors que dans les livres, elle est quand même toujours dans la grisaille. C'est ça qui fait de Miss Marple un personnage intéressant, c'est que elle arrive à détecter une situation qui a l'air un peu louche, puis à mettre toutes ses ressources mentales et sa connaissance de la nature humaine en fonction pour faire en sorte de trouver la solution, même quand elle ne sait pas exactement qu'est-ce qui la dérange, qu'est-ce qui l'accroche, qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle a l'impression qu'il se passe quelque chose. Alors voilà, ça confirme encore une fois, là, après Nemesis, donc 450 from Paddington, ça confirme encore une fois qu'on dirait que c'est vraiment ça que l'autrice Agatha Christie a voulu faire avec Miss Marple. Puis à la longue, à force de seulement voir les adaptations télévisuelles, j'ai perdu l'essence même de la plume de l'autrice, ce qui n'est pas quelque chose de nouveau, là. C'est juste que ça fait tellement longtemps, puis j'avais l'impression que les Agatha Christie, je les connaissais bien, donc je pouvais voir la nuance, puis malgré le fait que j'ai écouté les adaptations, garder en tête c'était quoi l'impression originale, puis je me rends compte que non, malheureusement, donc eh bien, coudonc, je vais sans doute, j'ai reçu les informations pour le fameux défi Read Christie 2023, et puis je vais sans doute faire en sorte d'y participer parce qu'à mon avis, je pense que je vais peut-être justement relire certains Agatha Christie que je crois bien connaître, puis de simplement juste voir finalement qu'est-ce qui est ma vraie mémoire de l'histoire originale et qu'est-ce qui a été comme trafiqué par les adaptations que j'ai vues à travers les années. Alors voilà, c'était mon petit retour sur ma lecture que je viens de terminer. J'ai pas entamé de nouvelles, on va commencer la fin de semaine bientôt, donc je vais voir, là, je vais sans doute encore faire le principe des blitz parce que j'ai encore beaucoup de romans graphiques qui sont arrivés. J'ai aussi des livres à la Bibli qui sont arrivés que je vais peut-être aller chercher demain, samedi. Donc, je vous tiendrai au courant, en fait, là, de comment ça se déroule. Là. Alors, à la prochaine! Bonjour! Un petit coucou express encore en ce vendredi parce que mon copain est allé à la poste et il m'a rapporté quelque chose que j'attendais. En fait, je ne suis pas certaine que j'allais le recevoir. Parce que je suis abonnée, mais je ne savais pas quand mon abonnement se terminait. Moi. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, je vais vous parler en fait de la collection Documents aux éditions Atelier 10. Donc, ce sont des petites plaquettes habituellement de moins de 100 pages qui abordent différents sujets sociaux et puis qui ont la caractéristique d'être rédigées par des gens qui ne sont pas des spécialistes nécessairement de ce domaine-là. Donc, c'est intéressant. C'est souvent des artistes qui vont écrire et qui décident de faire une recherche à leur niveau à eux, de ce qui les intéresse, la perspective qui les intéresse dans ce sujet-là. Puis ils vont faire une recherche, puis ils présentent une espèce de petit essai. C'est souvent très, très accessible. C'est souvent une belle entrée en matière dans un sujet. Ça ne se veut pas nécessairement une approche scientifique, mais bien sûr, il y a des sources, là, donc il y a une recherche qui est faite. Puis, je trouve ça intéressant pour aborder des sujets. Moi qui n'ai pas une grande fan des essais, c'est-à-dire que on dirait que j'en ai lu beaucoup jadis. Désolée pour le bruit. J'en ai lu beaucoup jadis dans mon parcours scolaire, puis là, on dirait que ça me tente un peu moins. Je suis capable d'en lire beaucoup en livre audio, mais en ce qui concerne les papiers, je me décourage beaucoup pour les essais de longue durée. Puis ceux-là, je trouve que c'est vraiment des beaux petits clins d'œil. Puis comme c'est des sujets liés à la société, ça m'intéresse énormément. Jusqu'à maintenant, tous les documents que j'ai lus, ça s'appelle tous les ouvrages, la collection de documents que j'ai lus, ont vraiment été intéressants pour moi, dans le fond, selon différents critères. Donc, c'est un peu comme mon incontournable. Et je me suis abonnée parce que
C'est une publication Atelier 10 qui est associée à une publication de magazine qui s'appelle Nouveau Projet. Et c'est possible de s'abonner au magazine ainsi qu'aux publications de documents, qu'il y en a 2 par année. Et puis moi, j'avais gardé seulement la publication à documents parce que j'aime beaucoup ça. Donc voilà le topo. Là, ce que j'étais contente d'avoir, c'est que c'était le dernier opus qui est À bout de Véronique Grenier. Et le sous-titre, c'est Une exploration de nos fatigues ordinaires. Donc, c'est super intéressant. Véronique Grenier, je l'aime beaucoup. Je l'ai connue comme poétesse. C'est une enseignante en philosophie, mais je l'ai connue comme poétesse. Elle a entre autres publié aux éditions aux éditions de ta mère, pardon, entre autres là, pour son Hiroshima et Chenou, qui parlait beaucoup là, dans le fond, la détresse psychologique, la dépression, mais en même temps avec une langue super simple, pas dans le drame, mais qui dit comme les vraies choses, mais sans grosse finition, donc un peu sur le rough, fait que ça va vraiment chercher les émotions euh, sans détour. Donc, je trouve ça super intéressant. C'est une plume qui me parle. Donc, j'étais super intéressée par comment elle allait aborder les fatigues ordinaires donc, de notre époque. Ça semble aborder la technologie qui a peut-être qui nous a peut-être sauvés de certaines tâches qui étaient lourdes, mais qui a fait en sorte que le rythme quotidien s'est accéléré. Et puis, bon, ça dit dans la 4e de couverture, Véronique Grenier se lance dans une odyssée de la fatigue pour explorer ce qu'elle appelle nos fatigues ordinaires, celles qui nous sont intimes, mais qui nous définissent aussi socialement. Car être fatigué, c'est être occupé, et regarder nos fatigues, c'est affronter notre rapport au temps. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, je vais vous montrer un peu, là, c'est sûr que c'est une grille graphique qui est assez plutôt du type essai. Habituellement, il y a quelques petites insertions ouais, de petites couleurs, souvent ça va être en petites sections. C'est un ouvrage qui est fait vraiment bichromie, donc c'est pas quelque chose qui doit leur coûter cher à produire, mais c'est tellement intéressant. Si jamais vous avez l'occasion de découvrir cette collection-là, je vous encourage à le faire. Puis moi, ben, en fait, je trouvais qu'en m'abonnant, c'était aussi une bonne façon de les soutenir parce que je trouvais que leur production était tellement, tellement pertinente. Et en plus, c'est imprimé au Québec, donc c'est imprimé localement. Voilà, donc c'était le petit topo. J'ai vraiment hâte. Et comme c'est une petite plaquette, bon, je ne sais pas si je vais le faire, mais je lance ça ici dans l'univers. De 78 pages, donc bon, ça va. Je crois que je vais lire avant la fin du vlog. Donc, je pense que ça va être mon petit essai. J'ai pas encore, dans le fond, commencé encore d'autres livres audio. Je vais voir ce que je vais faire. Je vais peut-être en prendre un qui est moins prenant. Puis celui-là, je vais pouvoir le lire entre les deux. Donc, fait que je pourrais me faire un petit week-end de graphique et petit essai ici pour la suite des choses. Donc, voilà, c'était ma petite réception excitante du jour. Je ne l'ai pas déballé devant vous, mais je vais vous dire qu'ils mettent ça aussi dans une enveloppe régulière. Donc, au niveau environnement, c'est vraiment minimum. Ils n'ont pas mis d'emballage particulier. Il n'y a pas de boîte. C'est livré par la poste. Donc, par le biais des livraisons régulières, non pas directement à la porte. Donc, c'est quand même... Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont faites pour que ça lève l'empreinte le plus limité possible là, sur l'environnement. Donc, voilà. Tout ça fait en sorte que, bon, je me sens encore plus à l'aise de les encourager. L'édition, je veux dire, mais sinon, je suis très curieuse de voir ce que Véronique Grenier a à dire sur nos fatigues. Alors, sur ce, ben, je vous reviens dès que je peux. Bye bye!
Eh bien, bonjour. Alors, en ce dimanche, dernier jour de ce vlog, je vous reviens. Cette semaine, c'est fait une drôle de semaine en termes de lecture, je dirais. En fait, c'est fait une belle semaine, mais c'était un rythme très lent en termes de lecture. Donc, c'est des choses qui arrivent. Donc, je vous reviens pour tout d'abord vous annoncer que j'ai commencé, comme vous avez pu voir, et comme pas promis, mais annoncé précédemment, le fameux À bout de Véronique Grenier chez Atelier 10. Et j'aime bien ça jusqu'à maintenant. C'est un essai qui est quand même un petit peu plus... finalement, le ton est un peu plus sérieux. Ça paraît que c'est une professeure de cégep, donc on sent qu'elle a quand même une démarche de méthodologie assez, assez bien soutenue. Donc, même si ce n'est pas sa spécialité, puis ça part d'un questionnement personnel, elle a quand même fait des recherches bien poussées. Là, il y a des citations et tout ça. Par contre, c'est bien structuré, c'est des courts chapitres, donc c'est peut-être pas aussi léger que ça à quoi je m'attendais. En fait, dans d'autres opus de cette collection-là, il y avait beaucoup d'informations sur certains sujets, mais il y avait une grosse part de personnel, entre autres dans Les luttes fécondes de Catherine Dorion, puis je pense à ça, je pense à celui de Raphaël Germain, dont j'oublie le nom, et les deux essais de Fanny Britt sur la maternité. Mais cette fois-ci, celle-là, c'est un petit peu plus, je dirais, rigoureux, entre guillemets, donc vraiment une recherche plus poussée. Par contre, là, on approche vraiment plus là, de la partie qui est en lien avec son interrogation personnelle. Je vais peut-être juste vous lire un petit extrait. C'est en page 29 de l'édition chez Atelier 10. Donc, je présume, pour ne pas dire je sais, que je ne suis pas la seule à lécher le plancher à la fin de mes journées, de mes semaines, de mon année. Nos vies sont pleines. Nos agendas et nos calendriers en témoignent. On tétrisse les minutes pour venir à bout de nos objectifs, de nos tâches. Même les loisirs finissent par prendre la saveur d'un élément à biffer de la liste ou à coincer entre deux obligations. Voilà. Donc, moi, ce que j'aimais bien, c'était on tétrisse les minutes. Je pense que tout le monde va pouvoir se sentir vraiment concerné par cette petite phrase-là en ces temps où tout va très vite. Donc, voilà. Donc, ça, c'est où j'en suis. J'en suis à la page 29, comme je disais, sur 75, je crois. Donc, je vais quand même faire un petit blitz parce que j'ai vraiment envie de le terminer. Donc, sur 77 pages, pardon. Je vais faire un petit blitz pour le lire, mais c'est quand même un petit peu plus ardu que ce que je pensais. Donc, je ne sais pas si je vais multiplier les lectures aujourd'hui. Je vais peut-être essayer de me faire un graphique ou deux pour au moins en arriver à vous proposer, à pouvoir vous faire un retour sur 4 livres, disons. C'est mon petit objectif pour le vlog. Alors, voici. Et ensuite, j'ai finalement décidé de commencer. En fait, ça s'est plus fait par la force des choses parce que j'avais terminé mon livre audio et j'étais loin de chez moi, sans Wi-Fi, donc pas de possibilité de téléchargement autrement que, voilà, ce que j'avais dans mon téléphone. Et j'avais le fameux The House in the Cerulean Sea. Je ne sais pas si je vais arriver à le dire un jour bien. The House on the Cerulean Sea. Non, je pense que j'arriverai pas. Des T.J. Klune. Donc, je l'avais en livre audio. Donc, je l'ai commencé. Je suis rendue à la page 52 sur 396. Donc, c'est quand même une lecture au long cours. Et jusqu'à maintenant, j'aime bien ça. Donc, je vous avais seulement lu le début de la quatrième, là, A Magical Island, A Dangerous Task, A Burning Secret. Donc, une île magique, une tâche dangereuse et un secret brûlant. Ça, c'était ce qui commençait la quatrième. En gros, on va suivre, on est dans un monde d'humains, mais dans lequel il y a visiblement des jeunes qui ont des pouvoirs magiques. Donc, il y a même un département qui est en charge de ce qu'on appelle Magical Youth. Donc, ce sont des jeunes qui sont différents puisqu'ils ont des pouvoirs magiques. Et on va suivre Linus Baker, qui est il appelle ça un case worker. J'imagine que c'est comme un travailleur social en français, et qui va s'occuper d'aller faire le suivi auprès de jeunes qui sont en fait dans des orphelinats et qui sont là parce qu'ils sont différents et dont les pouvoirs magiques se sont manifestés pour s'assurer que ces pouvoirs magiques-là, dans le fait, ne sont pas utilisés de façon négative. Donc, ça part comme ça. Et du jour au lendemain, c'est un travailleur sans histoire, rigoureux, by the book, qui fait pas d'écart et d'exception et tout ça, qui respecte les règles. Ça fait des années qu'il est à l'emploi de ce ministère-là. Et du jour au lendemain, il se fait interpeller par les hautes autorités de ce ministère-là et on lui annonce, en fait, sans vraiment lui donner le choix, qu'il a été choisi
pour se rendre sur une petite île. Je crois que c'est ça, oui, sur une petite île un peu étrange sur laquelle il y a un orphelinat et qui est tenu par ce qu'on appelle en fait, une espèce de directeur de l'orphelinat. Et ils ont l'impression qu'il y a des choses un peu étranges qui se passent là, puis ils veulent l'envoyer pour aller s'assurer que tout va bien. Parce qu'en fait, ils ont besoin de quelqu'un qui n'est pas corruptible, dans le fond. Donc, parce qu'ils ont l'impression qu'il y a déjà eu un peu de la manipulation là-bas, puis ils veulent s'assurer que tout se passe correctement. Donc, Linus Baker est comme catapulté là. Il est en mission secrète, en fait, ce qu'il appelle Level 4 Classified. Donc, c'est vraiment très secret. Et il se ramasse ça, puis il n'en sait pas beaucoup plus. Donc moi, c'est là que je suis rendue. Il vient d'arriver, en fait, sur l'île et il n'a pas encore rencontré les gens dans cette orphelinat-là. On comprend que les gens, il appelle ça des orphelinats. J'ai l'impression que c'est plus comme des foyers d'accueil. Ça ressemble un petit peu à ça. Et voilà. Donc ça, c'est ce qui va se passer. Puis je vais le continuer, bien entendu. Je vous avais dit que bien que ce soit un best-seller, que c'est très populaire, ça fait longtemps qu'on entend parler positivement, j'avais ouï dire qu'il y avait quand même une espèce de controverse qui était sortie concernant ce que l'auteur avait dit de son processus créatif par rapport à cet opus-là. Je crois que la controverse est beaucoup plus nord-américaine que mondiale. Et c'est parce qu'en fait, de ce qu'a dit, en fait, finalement, l'auteur, c'est que c'est lorsqu'il a appris qu'est-ce qui s'était passé au Canada, dans les pensionnats autochtones. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous invite à vous informer sur les sources gouvernementales. Il y a vraiment eu, pendant des années au Canada, des personnes issues des Premières Nations qui ont été retirées de leur famille, des enfants, et mis dans des pensionnats autochtones qui appelaient pour leur retirer leur culture, en gros, dans le fond, donc pour les intégrer de force. Et ça s'est passé pendant une bonne partie du 20e siècle et jusqu'à il n'y a pas longtemps, ça n'avait pas été reconnu par le gouvernement, ça vient tout juste d'être reconnu et il y a encore beaucoup d'horreurs qui sont découvertes, donc par rapport à ça, ça a blessé et ça a atteint plusieurs générations de personnes issues des Premières Nations, donc dans les communautés des Premières Nations à travers le Canada, incluant le Québec. Et on est tous un peu horrifiés de la situation. C'est des choses qui se savaient potentiellement depuis des années, puis ça a pris tellement de temps avant qu'il y ait des choses qui soient faites pour ça. Donc, ça fait partie malheureusement de la terrible histoire de la cohabitation au Canada entre les Premières Nations et les gouvernements. C'était surtout lié à la religion. Ces pensionnats-là, ils étaient menés par des communautés religieuses, mais bon, ça reste quand même que c'était autorisé dans le fond par l'État, donc quand même. Alors voilà, donc ça c'est le contexte. Et cet auteur-là, qui est un auteur américain, a entendu parler de ça récemment et ça l'a bouleversé et les émotions qu'il a ressenties par rapport à ça, ce qu'il a dit, c'est que les émotions qu'il a senties par rapport à ça, ça l'a inspiré pour construire cette histoire-là. Donc, la controverse est que ce n'est pas quelqu'un qui est issu des Premières Nations, c'est un homme blanc et qui avait l'air de vouloir un peu comme dire qu'il s'était inspiré de ça pour transmettre le ressenti, dans le fond, des personnes qui ont pu vivre ce genre de situation-là dans les communautés des Premières Nations au Canada. De ce que je comprends, de ce que j'ai lu, c'est vraiment pas une histoire qui fait aucunement référence clairement à ça. En fait, c'est une histoire avec un roman jeunesse, ado, disons, fantastique, qui met en scène des gens qui sont différents et qui met en scène un système qui est là pour supposément vérifier que tout se passe correctement puis que les enfants sont bien traités. Donc, ça ne fait pas référence à aucune communauté. Donc, je veux juste vous mettre en contexte. Ça, c'est le contexte. Il y a eu un gros mouvement de ce qu'on appelle la cancel culture. Donc, il y a eu beaucoup de gens qui ont décidé de dénoncer le fait que cet auteur-là s'est comme un peu approprié un vécu qui n'était pas le sien pour l'inspirer, pour vous mettre juste comme l'espèce de trame de fond de l'histoire qui est faite là dans The House in the Cerulean Sea. On parle ici de la trame émotive parce que les personnages n'ont pas du tout rapport aux Premières Nations, mais bon, il l'a quand même mentionné. Donc, c'est ça qui a vraiment choqué les gens, puis étant donné qu'ils ne faisaient pas partie des Premières Nations non plus. Donc, après, ça reste quelque chose qui semblerait-il une bonne qualité d'écriture, ce que je constate jusqu'à maintenant. Puis c'est pas quelque chose qui se veut, disons, une reconstitution historique ou une histoire tirée d'un fait vécu. Donc, on est vraiment, vraiment dans le fantastique, en fait. Donc, c'est particulier. On navigue en eau trouble. J'ai quand même fait la décision de le lire parce que j'ai tendance à séparer le créateur de son œuvre, puis j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il y en est. Je vais le lire au complet.
je vais me faire ma propre idée. Par contre, je me suis quand même informée sur le contexte, puis c'est sûr que je comprends comment ça a pu choquer en fait plusieurs personnes. Si c'est ça que l'auteur a mentionné, c'est sûr que ça sonnait vraiment comme de l'appropriation, donc c'était pas quelque chose qui passe bien de nos jours et qui est nécessairement quelque chose qui est une chose à faire. Là. Donc, ce que je veux juste dire, c'est que je le lis. Je vais en profiter comme étant de la fiction. Je vous invite quand même à lire, je vais le mettre en barre d'infos. J'ai trouvé un article, bon, en fait, c'est en anglais, par contre, je suis désolée, mais je sais que sur le navigateur Chrome, il y a la fonction traduire, donc peut-être que vous pouvez quand même faire la traduction qui sera peut-être un peu maladroite, mais qui va peut-être vous permettre de comprendre quand même. Donc, c'est un article de blog de Charmed Librarian. Puis je trouvais que, bon, elle fait une recension de sa lecture qu'elle a adorée et elle met vraiment bien en contexte. Vous allez retrouver des formulations que je viens d'emprunter qui vient un petit peu un peu plus, ça évoque un peu ce qu'elle a dit comme construction de raisonnement. Et elle évoque la controverse, puis elle évoque qu'est-ce qu'elle trouve bien puis qu'est-ce qu'elle trouve moins bien sans condamner personne, puisque tout le monde, évidemment, on n'a pas tout le même bagage, tout le monde est dans son droit là, de percevoir ça différemment. Donc, je vous invite quand même, moi je pense que l'idée c'est quand ce sont des situations comme ça, en ce qui me concerne, je préfère lire et me faire ma propre idée tout en m'informant du contexte pour ne pas y aller aveuglément. Voilà. Donc, je viens de le commencer. Gros topo. Je ne vous en reparlerai pas nécessairement. Mais je préférais quand même vous mettre en contexte parce que, oui, du côté nord-américain, c'est important. Ça a vraiment interpellé négativement plusieurs personnes. Puis c'est peut-être moins présent en Europe. Donc, c'est peut-être pour ça que la différence est là un peu. Et moi, je lis en version originale, donc c'est sûr que tout ce qui est anglophone, ça a beaucoup ressorti, comme c'est un auteur anglophone au départ. Donc, je préférerais vous en informer. Mais je vous réfère vraiment au petit article de Charm Librarian pour au moins vous donner une petite idée un petit peu de c'est quoi le contexte. Et puis après ça, ben, je pense que chaque personne, en fait, a la responsabilité de se faire sa propre opinion, de respecter ses propres limites par rapport à ça. Jusqu'à maintenant, comme je vous dis, c'est un roman. Si on le prend uniquement comme roman, en dehors de tout le contexte, c'est un roman fantastique et il n'y a aucune référence, dans le fond, au contexte des Premières Nations. Si on ne savait pas, si l'auteur n'en avait pas parlé, en fait, il n'y a aucune façon qu'on puisse le savoir. On sent bien que dans le sous-texte, c'est quelque chose qui évoque peut-être vraiment, on parle vraiment quand même d'orphelinat, de gens différents, mais disons par exemple, c'est quoi la différence entre ça et Peculiar Children, j'ai un nom, Ransom Riggs, qui était également une maison où des jeunes différents étaient hébergés. C'est quelque chose qui a été beaucoup repris quand même en fantastique. C'est ce qui part, en fait, souvent les histoires de fantastique. Donc, pour moi, pour le moment, ça démarre vraiment avec les mêmes genres de bases qu'on a dans un roman fantastique. Donc, voilà. Gros topo long. Mais je pense que c'est important de prendre le temps d'en parler, dans le respect, dans le fond, d'ouvrir la discussion. Si vous voyez qu'il y a des angles qui m'ont échappé, n'hésitez pas à les mentionner avec respect dans les commentaires. Moi, je suis plus là pour m'informer tout simplement, mais au départ, je suis une lectrice, donc je vais lire le livre. Puis je me ferai mon idée une fois que je l'aurai complété. Alors voici pour ma lecture en cours. Celle-ci, je risque pas de la terminer pendant le vlog parce que bon, il me reste vraiment, tu sais, j'ai juste de commencer, c'est comme ça que j'ai lu, donc on s'entend que c'est pas, réalistement, je la terminerai pas cette fois-ci, mais je vais la terminer sans doute la semaine prochaine. Mais je voulais quand même vous en parler, prendre le temps de vous en parler aujourd'hui. Puis ensuite, bien, en fait, je suis allée à la bibliothèque hier pour aller chercher quelques réservations et je vais vous les présenter. Oh, me revoici! Je les avais juste pas apportés à côté de moi. Et là. Donc, je suis allée chercher 3 livres que j'avais en réservation. Puis là, je pense que je vais un petit peu me mettre un moratoire sur les réservations parce que comme vous pouvez voir encore une fois sous la bédaine de mon kangourou, qu'on voit pas beaucoup, j'ai encore tout ça là de romans graphiques à lire et tous ces romans ici de biblio, incluant l'ensemble de ma pile à lire. Donc, on va y aller un petit peu mollo sur les réservations. Mais voici ce que je suis allée chercher. Donc, très heureuse de découvrir enfin la seconde partie de l'adaptation en roman graphique de Le Jardin secret de Frances Hutchins Burnett, je crois. Ça a été adapté par Maude Begon et c'est chez Dargaud. Donc, j'avais lu la première partie et j'avais en fait jamais, j'ai jamais lu Le Jardin secret. Je connaissais un peu l'histoire, mais je ne l'ai jamais lu. Et là, j'étais tombée sur celle-là, puis j'ai vraiment beaucoup aimé l'adaptation graphique, du roman graphique de la première partie. Puis bon, est-ce que c'est fidèle ou pas? Je ne sais pas. Mais je vais commencer par ça. Puis si j'aime vraiment ça, je vais peut-être aller plus loin en lisant le roman. Donc, je vais peut-être vous montrer une planche ou deux. C'est intéressant.
comme ça ici. Puis peut-être quelque chose d'un peu différent, une composition un peu différente. Ouais, peut-être c'est ici. Voilà. Donc, c'est quand même assez traditionnel, vous avez vu, c'est un peu des délavés, on est un peu dans le pastel. Il y a quand même des chapitres dans ce roman graphique-là, donc c'est vraiment une adaptation de type roman graphique. Et il y a quand même pas mal de textes. Donc, c'est toujours un peu le défi, comme je vous disais, pour les adaptations de romans graphiques, c'est que des fois, c'est pas juste de l'ambiance, puis il y a vraiment de l'information à transmettre en dialogue. Donc, voilà, donc j'ai bien hâte de découvrir ça. Ça fait pas très longtemps que j'ai lu la première partie, donc je serais peut-être pas trop perdue en lisant la seconde. Alors, voici pour Le Jardin secret. Ensuite, j'ai, ça fait partie d'une des nouveautés de automnale, en fait, au Québec. C'est chez La Courte Échelle, je crois. Oui. Donc, c'est un éléphant assis sur le cœur de Lucia Zamolo. Donc, un éléphant assis sur le cœur de Lucia Zamolo. Et si je me souviens bien, c'est un livre sur le deuil ou les peines d'amour, il me semble bien. Ouais. Un éléphant assis sur le cœur ou pourquoi les peines d'amour ont du bon. C'est intriguant, n'est-ce pas? Je vais peut-être lire la quatrième de couverture. Ouais. Tu as le cœur gros, peut-être même brisé. Ton cœur pleure, il saigne. Bref, tu as le cœur lourd, au point d'avoir l'impression d'avoir un éléphant assis dessus. C'est ça une peine d'amour, qu'elle soit grosse ou petite, inconsolable ou passagère, encore vive ou déjà guérie, ce livre t'aidera à traverser cette épreuve, un des épisodes les plus poches, raturés, importants de ta vie. Comment? Tu n'as qu'à le lire. Voilà. Donc, ça a l'air super intéressant. Donc, un peu, là, ça a été mis, j'ai pas de cote encore une fois, mais je pense que ça a peut-être été mis en documentaire. Mais ça a l'air très, très, très beau visuellement. Donc, c'est un roman illustré, je dirais, ou un documentaire illustré. Donc, le soleil brillera bientôt, qu'on se fait souvent dire, mais quand même, qu'on sait qu'avant le soleil, il y a la pluie. Donc, c'est sous forme, je crois, de petites bulles d'information. Et il y a même des compositions à la verticale. Je trouve ça super intéressant, donc j'ai vraiment hâte. J'ai fait un peu d'attente, j'espère que ça va bien, ça va bien se passer. Mais ça m'intéressait vraiment, une approche différente. Puis ça s'adresse, à mon avis, je dirais, ça semble être fin primaire, début secondaire. Là, je dirais, ouais, c'est ça. Parce que dans le fond, c'est sûr que sinon, après, on n'a pas besoin d'être tant guidé. Mais peut-être que même les plus grands auraient intérêt à le lire. Donc, je vous en reparlerai quand je l'aurai lu. Et enfin, ça c'est sorti au début de l'automne, je crois encore, une nouveauté québécoise. C'est On a tout l'automne de Juliana Léveillé-Trudel, c'est chez La Peuplade. C'est l'autrice qui avait écrit Nirlit, je crois. Nirlit. Ça se passait dans le fond, ça se passait justement au cœur d'une communauté des Premières Nations. Et c'est c'est une jeune femme qui a travaillé au Nunavik auprès des enfants. Donc, puis là, dans le fond, dans celui-là, je crois que elle rejoint en fait les enfants, et je vais lire un petit peu, je vais quand même vous lire, je pense. Septembre au Nunavik. La toundra se couvre de fruits rouges flamboyants. Une jeune femme retourne à Saluit, 2 ans après sa dernière visite et quelques leçons d'Inuktitut plus tard. Certains des enfants qu'elle a connus au camp de jour sont maintenant adolescents. Maggie, Sarah, Louisa, Elisapie et Nathan aiment sortir en 4 roues, pêcher ou encore faire partir plusieurs jours pour chasser le lagopède. Comme elle, ils ont leurs secrets et leurs blessures. Dans ce roman où la résilience d'une communauté tournée vers l'avenir de sa jeunesse ne vacille jamais, il n'y a pas d'âge pour devenir adulte. Alors que soufflent les premiers blizzards de l'automne, Julia Léveillé-Trudel offre un récit tendre sur le deuil et la peur de perdre ceux que l'on aime. Puis il y a un petit extrait du livre. Existait-il une façon de renouer avec eux? Sans leur dire quoi faire cette fois, plutôt en leur laissant la parole, en écoutant leurs histoires, faire un bout de chemin pour aller les retrouver dans leur langue. Je sais que Juliana Léveillé-Trudel, quand elle avait écrit Nirlit, c'est avant justement toute cette prise de conscience-là par rapport à l'appropriation. C'est bien sûr quelqu'un qui ne fait pas partie des Premières Nations, mais qui a travaillé auprès des Premières Nations. Et
je sais que certains lui avaient reproché son approche, en fait, de la situation. Là, dans le fond, il y a un grand article, je pense, là-dessus, je crois que c'est dans le libraire, je vais voir, peut-être que je vous le mettrai en barre d'infos. Et elle a vraiment fait une démarche particulière, justement, pour laisser vraiment la parole, pour clairement indiquer qu'elle était un visiteur extérieur. Donc, qu'elle laissait la parole, en fait, aux personnes qui résidaient vraiment dans les communautés des Premières Nations. Donc, je trouvais ça intéressant comme peut-être approche hybride pour essayer de rester dans le respect. Donc, je trouvais ça vraiment, ça m'intriguait. Ça semble être des petits chapitres courts, d'après ce que je peux voir. Ouais, ça semble être des petits chapitres courts. Et puis, donc, je vais voir ce que ça va donner. Puis, je vais vous en reparler de toute façon. Alors, voilà. C'est pour la petite présentation des livres que je suis allée chercher à la biblio. Et en plus, oui, finalement, j'avais vraiment beaucoup de choses à vous dire. J'ai vu aujourd'hui le fameux vidéo de présentation du Cold Winter Challenge qui est faite par le compte L'Enluminé. Donc, je vais vous mettre en barre d'infos le lien vers sa présentation. Et c'est un défi littéraire hivernal qui est mis de l'avant par Enluminé depuis, je crois qu'elle disait 3 ans, qui a déjà été propulsé avant par Margot Liseuse. Donc, ça s'est passé un peu de main en main. C'est un défi qui ça fait, je pense, ça fait 3 fois qu'il y a une nouvelle personne qui s'en occupe. Et je suis pas très... je suis toujours fascinée par les gens qui prennent le temps de participer puis qui ont vraiment des lectures aussi diverses et tout ça, puis qui veulent cocher les fameuses cases puis les fameuses contraintes de lecture. Et là, celui-là, cette année, ça m'a comme donné envie. Je vous invite vraiment à écouter la petite vidéo parce que je trouve que celle qui le propulse cette année a vraiment mis ça à jour en disant « Écoutez, ça reste quelque chose de plaisant. » Elle a même mis 3 façons de valider le défi. Donc, que c'est si les gens veulent lire un livre en 2 mois, ils vont lire un livre en 2 mois. Si y en a qui veulent en lire 4, ils vont lire 4. Puis s'il y a des gens qui veulent y aller full throttle dans le défi, ben alors ils pourront le faire. Puis il met vraiment de l'avant l'idée que l'idée c'est de faire avec les livres qu'on a dans notre pile à lire, puis de ne pas faire des dépenses pour ça, c'est vraiment juste pour le plaisir. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont elle a formulé sa démarche, pourquoi elle continue à le garder, parce qu'elle n'était pas certaine de pouvoir justement le mettre de l'avant. Puis ça m'a donné envie d'essayer. Fait que je verrai, là, je dis ça là, peut-être que je le ferai pas. Mais ce que je pense que je vais faire, étant donné que vous voyez toujours fonctionner avec les livres de bibliothèque principalement, c'était pas ce qui était prévu, mais je suis comme devenue quasiment une vlogueuse de bibliothèque. Je vais y aller avec, pour essayer de faire, entre guillemets, descendre ma pile à lire de livres qui m'appartiennent. Donc là, vous en voyez une partie derrière moi, mais j'ai aussi beaucoup de livres qui sont non lus dans la bibliothèque que je vous avais déjà montré, qui est dans mon escalier, qui donne vers le rez-de-chaussée. Et je vais essayer peut-être de m'en choisir, je dirais, peut-être que je pourrais viser, je pense que 5 menus avec des sous-catégories. Donc, je pense que je pourrais viser identifier 2 sous-catégories par menu dans lesquelles j'aimerais lire peut-être des livres, puis essayer de les associer. Ça va demeurer ce que Margot Liseuse appelle une pioche à lire, donc ça va demeurer, disons, une liste de souhaits de lecture, non pas nécessairement ce qui va se passer. Mais j'ai envie de faire l'exercice parce que je trouve ça chouette. Et puis, je vais peut-être essayer de me faire, comme je vous dis, la contrainte supplémentaire, d'aller vraiment avec des livres qui sont dans ma pile à lire personnelle et non pas des livres que j'emprunte à la bibliothèque. Comme ça va me permettre de justement essayer d'avancer un petit peu tranquillement, même si moi, je ne me mets pas de pression. Je sais qu'il y en a qui vont rester là pendant des années. Pas de stress. Mais ça me tentait bien. Ça me donnait envie de le faire. Donc, je vais voir ce que je vais faire, mais ça se pourrait que je fasse une mini vidéo à part, donc juste pour le Cold Winter Challenge, que je vous présente en fait quels sont les livres que j'envisage de lire pour le Cold Winter Challenge. Donc voilà, c'est rare que je fais ce genre d'initiative-là, mais celui-là, ça me tentait bien, ça me semblait réaliste, spontané, accueillant et tout ça, donc voilà. On verra bien. Je vais vous en reparler. Mais là, dans le fond, je vais continuer ma journée, mon petit dimanche, puis essayer de voir si je peux continuer à lire, parce qu'au départ, c'est ça le but. Et puis, ben, je vous reviens dès que je peux. Bye bye! Hey! Alors, un petit coucou de l'extérieur. Comme vous pouvez le voir, on est passé de un novembre estival enfin à novembre. Donc, petite fraîcheur pendant la marche de fin d'après-midi, d'où la capuche.
Et comme je suis sur le bord de l'eau, si ça ne vous dérange pas, je ne vais pas la retirer. Alors, voilà. Je vais faire un petit retour parce que j'ai en effet terminé le livre que je vous avais dit que je voulais terminer, c'est-à-dire À bout de Véronique Grenier. C'est dans la collection de documents chez Atelier 10. Et j'ai vraiment, vraiment apprécié. C'est en effet un peu plus rigoureux que ce à quoi je m'attendais, mais pas dans le sens négatif. C'est simplement que dans la collection de documents, jusqu'à maintenant, je n'avais pas croisé le chemin d'approche qui était aussi poussé avec beaucoup d'ancrage un peu plus systématique pour la recherche d'informations. Mais à partir du dernier tiers, on rentre vraiment plus dans un ancrage personnel. Ce qui est intéressant, c'est que l'autrice va aborder d'abord l'histoire de la fatigue à travers l'histoire, comment ça a été perçu, les différentes définitions qu'on peut y donner à partir des synonymes, puis ensuite différents aspects. Je pense que là, je vais m'aider de la table des matières parce que je trouve ça vraiment intéressant. Donc, elle va aborder les fatigues du quotidien, de nos vies numériques, sans surprise, de l'information, en fait, de l'affluence d'information, puis de la fatigue que ça peut créer d'avoir à la trier en continu. La fatigue de la parentalité, ça, on était un petit peu plus familier à ça. La fatigue de la lutte, donc la fatigue du militant, en ces temps où il y a beaucoup de causes à défendre et de catastrophes qui s'approchent et de réactions pas étendues, mais excessives en fait de l'humanité par rapport à des phénomènes qui n'arrivent pas à expliquer ou des réalités qu'ils ne comprennent pas bien et tout ça. Donc bref, voilà. Et la fatigue d'être soi. C'est vraiment remuant, surtout comme je vous dis à partir du dernier tiers. C'est même comique parce qu'en fait, elle était cohérente au point d'insérer deux petits intermèdes très légers, dont un dans lequel elle va nous décrire une vidéo de chat. Mais c'est simplement pour nous montrer que même la lecture en continu, c'est quelque chose qui, à notre époque, demande un effort auquel on n'est plus vraiment habitué. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Ça a vraiment résonné en moi. J'imagine comme en plusieurs personnes. Je vous dis, ça vaut la peine de passer peut-être par-dessus la première impression qui ça semble un petit peu didactique et peut-être qu'on se sent un peu moins interpellé au début. Mais en fait, c'est comme si elle nous amène à faire l'effort de lecture nécessaire pour avoir une bonne perspective. Donc, décidément, je dirais presque à mettre dans tous les bonnes Noëls cette année. Alors, n'hésitez surtout pas à vous y plonger. Et sinon, à découvrir la collection de documents dans le fond chez Atelier 10, ça vaut vraiment le coup. Mais je vous répète, le fameux À bout de Véronique Grenier, c'est un petit incontournable, encore une fois, de cette collection-là. Alors, je vais voir ce que je vais faire pour ce soir. Je continue encore ma lecture audio de The House in the Cerulean Sea. Mais après, je vais peut-être voir si je me lis un graphique, sinon je verrai ce que je fais, parce qu'on est vraiment rendu pas mal tard dans la journée de dimanche, mais ça fait partie de la vie de prendre ce genre de rythme-là. Donc, je vous reviens du moins au minimum pour fermer le vlog de si besoin. Alors voilà, à tantôt! Hey, bonjour! Alors, je vous fais un petit mot pour à la fois clore le vlog et vous faire un petit retour sur la fameuse petite BD que j'ai réussi à lire hier soir avant le dodo. Donc, c'est une BD que je vous avais présentée, que j'avais empruntée à la bibliothèque et c'était une adaptation en roman graphique de Fils de sorcière de Pierre Bottero. L'adaptation a été faite par le duo L'Hermenier et Stedo et c'est chez, je vois les pépites ici, c'est chez Jungle. Donc, alors on suivait ici l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Jean et dont la famille, en fait, toutes les femmes de sa famille sont des sorcières. Or, dans ce monde-là, la magie se transmet de mère en fille, mais donc lui est un garçon et il n'y a pas de magie qui se transmet à lui. Par contre, sa petite sœur, elle a eu de la magie qui lui a été transmise. Donc, l'histoire commence alors que on réalise que une créature qui va menacer en fait le monde, le buveur de magie est là. Ce qui fait ce buveur de magie là, c'est que lui, c'est pas un magicien, mais il a soif de magie, donc il va aspirer la magie des sorcières et se nourrir à partir de ça et laisser les sorcières dont la magie a été aspirée comme des poupées de chiffon et ils ont comme un temps assez restreint pour faire en sorte pour combattre en fait le buveur de magie, pour faire en sorte qu'il recrache entre guillemets la magie qu'il a aspirée.
Donc, c'est le contexte de base. Puis, bien sûr, on va suivre Jean, qui va être le seul gars, donc le seul non-sorcier de la famille, essayer de combattre le buveur de magie qui va malheureusement s'abattre sur la famille de Jean, donc grand-mère, tante, mère et tout ça. Donc, j'en dirai pas plus pour que vous puissiez en profiter. J'avais déjà montré quelques planches, mais je vais quand même vous montrer un peu. C'est un choix visuel qui est assez sombre, je dirais. Bien sûr, ça parle de sorcière, c'est pas nécessairement, c'est quand même un peu inquiétant, mais c'est aussi que le visuel est un peu, je dirais, terreux, les traits sont très angulés et peut-être que pour les tout jeunes, c'est pas l'idéal, même la couverture, là, je trouve que c'est pas, ça peut être un peu inquiétant. Voilà. Écoutez, j'ai bien aimé ça. Moi, j'avais pas lu le livre original, donc je peux pas savoir si l'adaptation était fidèle au roman de Pierre Bottero. J'ai trouvé ça plaisant. C'est une lecture agréable. Il y avait quand même beaucoup de rebondissements. Les deux petites choses que peut-être j'aurais voulu mentionner, donc c'est bon, le visuel que je trouvais intéressant en même temps, je le trouve vraiment comme rugueux, disons un peu trop rugueux peut-être pour le public si on s'adresse à du jeunesse, même s'ils sont capables d'en prendre, je trouve ça quand même impressionnant. Et aussi, étant donné que c'est une adaptation d'un roman, c'est sûr que c'est toujours un peu le danger, ça déboule vite. On a une mise en place qui est assez longue parce qu'elle ne veut pas, il faut transmettre le contexte, les personnages et tout ça, mais ensuite ça déboule vraiment vite, puis ça se règle en fait un peu trop rapidement dans le fond dans la situation puisque ça tient en un seul volume. Donc, à moins que ce soit une tome maison, non, c'est vraiment en un seul volume. Donc, c'est ça, mais ce sont des bémols mineurs. Je pense qu'un public jeunesse pourrait tout à fait apprécier ça. Puis moi, j'ai beaucoup, quand même, j'ai bien apprécié ça. Si je me souviens bien, j'en avais entendu parler chez Rêve ta vie en lecteur, je crois. C'est une belle découverte. Je suis bien contente de l'avoir lu. Et puis, ben voilà, ça clôt, en fait, ma semaine de lecture, qui a été quand même relativement variée, finalement. Roman, livre audio, roman en livre audio, essais, BD, d'adaptation de romans. Donc voilà, on s'est promené un peu d'un bout à l'autre. Alors écoutez, je poursuis en fait ma semaine de lecture avec des lectures peut-être plus audio. Donc, comme je vous disais, je suis toujours en cours de lecture de La maison au bord de la mer Céruléenne, je pense que je vais le dire en français, de T.J. Klune. Puis, bien, dans le fond, je vais sans doute poursuivre cette lecture-là tout au long du prochain vlog. Donc, je vous en reparlerai à ce moment-là. Mais d'ici à ce qu'on se revoit, bien, comme à mon habitude, je vous invite à participer à la discussion en commentaire. Ça va toujours me faire plaisir de pouvoir échanger avec vous. Si jamais ce vlog-là vous a plu, bien, je vous invite toujours à me mettre un petit pouce par en haut pour me supporter dans la fameuse dynamique des algorithmes de YouTube. Puis bien, écoutez, je vous souhaite, comme à mon habitude, le meilleur en découverte littéraire jusqu'à notre prochain rendez-vous. Et bien, je vous dis à la prochaine!